Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello Madeleine, comment tu vas ? Bonjour Anne-Claire, ça va impec, et toi ? Ouais, je suis trop contente de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Alors, je vais t'appeler Madeleine ou Mado parce qu'en fait, c'est ton surnom, c'est un peu ton avatar. C'est ça. Puisque tu es à ton compte aujourd'hui depuis 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, 2019 si j'ai bien compté. 7 ans. 7 ans, depuis 2017. 2017, ah, Anne-Claire. Et tu te présentes comme une graphiste freelance senior spécialisée dans la création d'identités visuelles uniques et colorées pour entrepreneurs et pour entreprises engagées. Je te connais parce que tu as travaillé avec plusieurs entrepreneuses que je suis, que j'admire et que je connais, notamment Safia Gourari, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois, mais aussi Julia et Julie, et des marques comme Genot. Cuisseau, c'est ça. Je voyais parce que tu as très bien fait ton travail, je voyais le logo, mais j'arrivais plus à lire les lettres. C'est ma mémoire qui me fait défaut. Décidément, le matin, ça ne me réussit pas. Et je t'invite, en plus de ce talent pour le branding, l'identité visuelle, qui est, moi, une appétence forte que j'ai depuis très longtemps, on y reviendra. Tu es aussi podcasteuse depuis quelques mois, puisque tu as lancé en janvier 2024 un podcast qui s'appelle Chromatica et qui te permet de t'exprimer sur ces sujets qui te sont chers, donc le branding, l'identité visuelle, et on y reviendra. Avant de se plonger ton expérience de podcasteuse, j'ai cru voir, et comme tu es une experte du branding, je pense pas que c'est du hasard, une petite référence à Lady Gaga. Est-ce que je me trompe ? c'est une grosse référence à Lady Gaga. Pour T'es Chromatica. Ouais, je suis absolument fan de cette nana qui est dingue dans tout ce qu'elle entreprend et dans tout ce qu'elle fait. Vraiment, truc de dingue. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un nom pour ce podcast. Il a eu plusieurs noms. Il y a eu Power Branding. Il y a eu d'autres noms que j'aurais pas la décence de sortir comme ça parce que c'est honteux. On monte pas forcément ces brouillons, hein, t'as raison. Et du coup, un jour, j'écoute Lady Gaga et je me mets l'album Chromatica et je me dis mais il est là le nom en fait. Parce que si tu veux, j'avais déjà l'identité visuelle du podcast en tête, mais j'avais pas de nom et je me suis dit je vais juste changer et mettre un K. Et j'ai cherché et il y avait personne qui avait ça. Du coup, je me suis dit let's go, je le prends, c'est génial. Ça raconte ton univers, donc ça me Clairement. semble être le meilleur des noms. T'as changé juste le C pour un K, pour te l'approprier. Donc ça fait quasi 6 mois que t'as lancé ton podcast. On y arrive quasi là au mois de juin. C'est quoi ton bilan après ces quelques mois comme podcasteuse ? Mon bilan, c'est que c'est du travail d'avoir un podcast. No shit, Sherlock. Mais on le découvre toujours sur le tas. On a beau être préparé, l'entendre partout. Et surtout, en fait, au début, je m'étais fixé un rythme que dans tous les cas, j'aurais pas pu tenir avec mon travail. Donc, au début, je me suis beaucoup mis la rate avec le podcast. Et au final, quelques mois après le lancement, je me suis rendu compte que je tiendrais pas le rythme et que je voulais pas que ça devienne une contrainte et que je m'en dégoûte. Donc, dans le but de continuer ce projet et de tenir sur la longueur, j'ai décidé de sortir un peu moins d'épisodes. Surtout de me faire accompagner pour le montage parce qu'on le sait, le montage c'est très pénible, mais c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore l'exercice. Je suis plus à l'aise maintenant aussi. Donc en pratiquant, tu es devenue de plus en plus à l'aise et en plus tu as pris du recul par rapport à des contraintes que tu t'es mis au départ. T'étais partie sur quelle fréquence au départ et maintenant tu es à quelle fréquence pour qu'on puisse voir concrètement quelle a été ta décision ? Alors moi je voulais sortir un épisode par semaine, ce qui était lourd. Parce qu'il faut prendre de l'avance. Et au final, maintenant, je suis entre 1 et 2 épisodes par mois. Ça dépend quand j'ai le temps. Et j'insiste là-dessus, c'est que maintenant, je le fais quand j'ai le temps. Alors, dans tous les cas, il y a un épisode invité qui est monté par mois. Parce que ça, je sais que c'est ce que mon audience préfère. Et après, pour les épisodes perso, c'est si vraiment j'ai quelque chose à dire et si je trouve ça cohérent de le sortir, en fait. Ce qui est, je trouve intéressant là, dans ton bilan, c'est que t'es partie la tête la première sur une fréquence qui est celle qu'on entend tout le temps, partout,
qui est si tu veux que ton podcast réussisse, voilà, déjà ça fait peur et ça donne envie aussi, il faut publier régulièrement et une fois par semaine, sinon tu vas jamais percer. C'est vrai que dans un certain paradigme, dans un certain contexte avec certains objectifs, c'est bien toutes les semaines et avec la régularité. Néanmoins, toi, tu t'es rendu compte que un de tes objectifs premiers, c'était de prendre du plaisir avec ce Clairement. podcast-là et que un choix de fréquence trop élevé diminuait ton plaisir. Donc, tu as réévalué par rapport à ça. Et en plus, tu t'es rendu compte que ton podcast, eh bien, peut-être tu avais d'autres objectifs que le fait de percer là à 6 mois et que c'était peut-être plus la durabilité, le temps que tu garderais du plaisir, envie de le faire, ce côté un peu créatif qui vient. Quand ça vient, j'en parle, et cetera et que c'était ça qui était le plus important à préserver. Ça me fait une transition par rapport à ma question suivante, c'est pourquoi est-ce que tu l'as lancé, ce podcast et quels étaient les objectifs que tu t'avais en tête avant de le lancer? Alors, je l'ai lancé parce que ça fait déjà 3 ans que je voudrais lancer un podcast. Donc là, je me suis dit que c'était le moment. Donc j'ai fait une petite formation, hein, d'ailleurs, pour le lancer. Et en fait, je l'ai lancé parce que je commençais à me lasser un petit peu d'Instagram, les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit que c'était peut-être plus pertinent d'avoir un podcast pour faire du contenu peut-être un peu éducatif, mais en éduquant les gens d'une autre manière. Donc c'est pour ça que j'invite d'autres créatifs, aussi des anciennes clientes, peut-être des gens qui ont une vision artistique, on va dire, du métier différente, pour éduquer ma cible, on va dire ça comme ça, d'une manière différente. Que ce soit intéressant, pour que ce soit plus intéressant pour les gens, en fait, et que ce soit pas juste un contenu qu'on scrolle, qu'on passe et qu'on reverra jamais. Puisqu'encore une fois, j'ai entendu dans un podcast, et ça j'adore le balancer à toutes les sauces, que le contenu d'un post sur Instagram, c'était de 21 heures, il me semble. La durée de vie? Ouais, la durée de vie. Et du coup, en fait, je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête avec ça. Mais que j'ai quand même des choses à dire. Et le podcast, en fait, tu peux le consommer vraiment à n'importe quel moment. Et si tu te débrouilles bien avec les sujets, en fait, il est toujours d'actualité, même 6 mois après. Donc ouais, le fait de trouver un nouveau territoire d'expression qui t'apporte du fun, qui nourrisse ta créativité, c'est ton essence même, hein, à cause de ton métier, mais aussi la manière dont tu incarnes ton métier. C'est assez. Je vous invite à tous lire le à propos de Madeleine sur son site internet. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est une très très belle démonstration de marque personnelle, vraiment les choix des mots que tu fais, ce que tu affirmes et tout. C'est pas moi qui l'ai rédigé. Et ouais, mais c'est toi qui as décidé de le publier, Ouais, donc ouais. c'est quand même une performance, je trouve. Donc trouver un nouveau territoire d'expression pour ton plaisir, nourrir ta créativité et aussi trouver un contenu qui te permet d'avoir de l'impact de la manière dont tu le souhaites. Parce que donc tu te présentes comme une personne qui travaille pour les entrepreneurs et les entreprises engagées. Donc moi, ce que j'entends derrière engagé, c'est l'envie d'être utile, l'envie d'avoir de l'impact sur les gens, l'envie que ce que tu crées ait du sens et soit dirigé vers la bonne direction. Et effectivement, le podcast, c'est vraiment un média qui va chercher de la nuance, qui va chercher de la profondeur, qui va aller chercher du long terme. Et ça me semble tout à fait. Je le comprends, en tout cas, par rapport à ce que je connais de toi. Donc aujourd'hui, par rapport à ton activité, donc ton activité de graphiste freelance senior, tu as comme canal de communication Instagram, qui est très beau. C'est une très belle vitrine de ton travail. Tu as ton site internet et maintenant ton podcast. Quelle est la place que tu lui donnes dans cet écosystème de communication à ton podcast Chromatica? Il n'a pas une place centrale, je dirais. Pour le moment, il est relégué au rang de side project, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais lui donner un petit peu plus de place à partir de septembre, en développant une newsletter qui aura un lien du coup avec le podcast et faire écho, tu sais, un petit peu à tout ça. J'aimerais aussi développer un blog pour relier chaque épisode à un point important, etc. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'a pas une place centrale. Je dirais qu'en fait, il y a des 3 canaux que j'ai. Tu sais, moi, je suis un petit peu une mauvaise élève et le chaos, j'aime bien ça. Du coup, je me contente du minimum pour le moment. Que ce soit le site Instagram ou le podcast, ils sont là, ils vivent, mais ils sont un petit peu en autonomie, on va dire. Ouais, je vois, ils vivent leur vie, quoi. Ouais, voilà.
Tu l'as évoqué un petit peu avant, le fait que tu as créé une ligne édito qui va mixer plusieurs formats. Donc ça va être des chroniques solo, tu vas partager des conseils, des interviews de pairs, donc par exemple Denis Verdier que je connais par ailleurs, ou des interviews de clientes, donc avec plus peut-être une perspective cas pratique pour valoriser votre travail ensemble. Comment est-ce que tu réfléchis à chaque format? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet de différent? Pourquoi avoir choisi autant de formats? Alors pour ce qui est des formats solo, c'était vraiment pour apporter ma vision sur un sujet. Et pour tout ce qui est interview, que ce soit de clients ou de pairs, on va dire ça comme ça, c'est plus des interviews pour moi me faire plaisir, on va dire, parce que j'apprécie les personnes que j'invite et j'ai vraiment envie, à un moment donné, de parler d'un sujet. Tu vois, avec Denis, ça faisait écho à une réflexion personnelle que moi j'ai eue par rapport au fait de créer. Quand on parle de burn-out aussi, si j'ai invité Denis, par exemple, c'est vraiment pas par hasard, parce que sa pratique et sa vision faisaient écho à des choses que moi je pouvais ressentir à un moment donné. Donc c'est toujours en fait comme ça, c'est vraiment des trucs très instinctifs. Chaque sujet d'épisode, ça va être parce que je me dis ah ça, faut que je trouve quelqu'un avec qui en parler. Ou alors ça va être parce que on partage une vision commune d'un sujet. Ou encore, et ça va arriver pour de futurs invités, parce que je m'intéresse grandement à leur travail. Tout ce qui va être par exemple design mural ou design dans la food. Tu sais, j'ai des copines comme ça qui travaillent dans ces sujets-là et je me dis il faut qu'on en parle parce que c'est un pan du design. Si tu veux, tout ça, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Chromatica, parce que tout ça, ça constitue la palette dans le graphisme et dans le design. En fait, je suis un peu en mode YOLO avec le podcast, hein, je vais pas te mentir. Mais c'est trop bien. J'ai noté des noms et je me suis dit, il faut qu'on parle de ça, faut qu'on parle de ça. Et dès que je trouve quelqu'un sur Internet qui, je sais pas, j'ai un attrait pour son travail ou pour sa personnalité, je me dis, ah, je la veux sur le podcast. Et franchement, t'as pas été excusé ce côté YOLO. Moi, j'ai réalisé que je l'étais pas assez pendant ma saison 2, que je m'étais pas assez permis de me dire tiens, allez YOLO, vas-y, invite-le et puis de toute façon, fais-toi confiance, fais-lui confiance, ça sera très cool. Et là, pour ma saison 3, avec qui je veux passer 1 heure, qui fait un travail que j'admire et que j'ai pas encore osé contacter avant, et je l'ai fait et je suis trop contente. Et je suis trop contente de m'être laissé cet espace de liberté parce que, au contraire, comme c'est mon métier et tout, j'avais un côté un peu plus cadré et tout et j'exprimais pas assez ma créativité, ma curiosité qui sont pourtant des valeurs hyper fortes chez moi et donc du coup, on peut faire les choses YOLO et faire les choses bien aussi, tu vois? Il y a pas, on a c'est pas antagoniste donc ça me semble trop bien, en fait, de faire ça. Parce que aussi quand on cadre trop, quand on réfléchit trop, on éteint un petit peu cette petite flamme, ce côté plaisir et comme c'est un side project et ben, il faut que ça remplisse aussi ce rôle de side project, ce côté. Ça m'apporte des choses que mon boulot, ma routine quotidienne ne m'apporte pas. Ça fait, longtemps que tu construis une communauté, notamment sur Instagram. C'est assez rodé et cetera. Comment est-ce que les gens de ta communauté ont réagi au lancement du podcast? C'est quoi les avis que tu as eus? Est-ce qu'ils ont été étonnés? Je crois que personne n'a été étonné. Parce que, comme je te dis, ça faisait 3 ans que j'en parlais. Mais moi-même, tu sais que je te suivais et j'étais en mode genre: «Elle n'a toujours pas lancé son podcast, je ne comprends pas». Et quand tu l'as lancé, j'ai fait: «Enfin!» parce que pour moi, tu étais une personne qui devait lancer son podcast. Je te suivais pas au point que d'avoir déjà entendu que tu voulais le faire. Néanmoins, pour moi, c'était évident qu'il fallait que tu lances ton podcast. Je sais pas pourquoi, à cause de ta personnalité, aussi du côté assez, les convictions que tu mets en avant et tout. Et je me disais: «C'est une plateforme parfaite, un podcast pour le faire». Donc personne n'a été étonné, Non, même ceux vraiment, il y comme a moi qui te personne. suivaient de loin. Et est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils ont découvert des choses dans ce podcast? Ça a généré quoi comme type de réaction? Alors, j'ai pas eu autant de réactions que ce que j'aurais pensé avoir. Déjà parce que, en toute transparence, je pense que j'ai pas choisi la bonne date pour le lancer. Puisque, en fait, j'ai lancé, il y a des gens qui étaient encore en vacances. Donc, je pensais que ça allait être plus important que ça, les retombées, et en fait, pas tellement. Chose auquel je n'accorde pas tellement d'importance au final. Mais tous les gens qui m'ont fait de retour étaient vraiment contents des sujets que j'ai choisis, de la manière dont j'en parlais. Et il y a un commentaire qui est très souvent revenu, c'est ma voix et la manière dont je parle dans le podcast. Alors, même si moi je m'auto-soule, mais je pense qu'on est à peu près tous pareils. Mais ouais, les gens étaient contents qu'enfin je le lance, que je parle de certaines choses. Il y a
J'ai eu 2-3 retours qui me disaient que j'étais pas assez piquante, peut-être. Que je l'étais plus, par exemple, en story. Ils s'attendaient à avoir des bottines à clous. Ouais, il y a vraiment des gens qui pensaient que j'allais débarquer avec mes grosses bottes en mode allez, maintenant, on met un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est vrai que ça, j'ose pas trop le faire forcément avec le podcast pour le moment. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y a eu une période où peut-être je l'étais un petit peu trop sur Instagram et je me suis pris un retour de bâton. Où tu sais, alors, attention, je ne suis pas une star. Ne pas mal interpréter ce que je vais dire. Tu sais, les stars, quand elles font un truc qui est pas bien pris, t'as une sorte de cancel culture. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Si tu vas trop loin, on te boude après. Moi, j'ai connu une montée sur Instagram qui était importante. En l'espace de 2-3 mois. Importante à mon échelle, hein, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et j'avais une communauté qui réagissait beaucoup, qui me soutenait, etc. Et en fait, à un moment donné, le fait de devenir clivant, c'est devenu une espèce de truc de mode. Mais juste avant, les gens supportaient plus ça. C'est un peu brouillon ce que je te dis, mais je pense que tu dois voir à peu près la période. Et là, en fait, je n'ose plus l'être parce que je ne veux pas qu'on pense que je fais exprès. Alors que c'est un trait de ma personnalité, en fait. Moi, j'ai toujours été... j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais ça me fait, je sais pas pourquoi, en vieillissant, ça me fait un peu plus peur, en fait, de dire ce que j'ai à dire parce que j'ai très peur que les gens le prennent mal et qu'après, en fait, ça retombe sur mon travail ou n'importe quoi. J'ai pas envie d'être rejetée pour ce genre de choses. Donc, je dirais que je choisis maintenant quand je le suis. Et là, tu vois, c'est pareil. Il y a eu une grosse polémique sur un sujet de plagiat qui a été pendant très longtemps mon combat sur Insta. Je me suis pris des réflexions par ailleurs. Ça, et là, tu vois, c'est pareil. J'ai commencé vraiment à dire ce que je pensais. Et en fait, ça a pris quoi? Ça a pris 2 jours pour que quelqu'un me dise oh là là, mais tu vas pas nous saouler avec le plagiat, etc. Du coup, je me suis dit, ok, un pas de côté, on arrête. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses sur le plagiat, comme ça c'est clair aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, pour voir comment tu te positionnes, si tu es OK avec ça? Ben, c'est un truc de boulet, hein, vraiment. Je vais pas y aller par 4 chemins. C'est naze. C'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que dans tous les cas, légalement, c'est punissable par la loi. Donc voilà. Mais moi, je trouve que les gens qui le font en toute conscience sont des gens qui clairement n'ont pas de respect pour autrui, ni de respect pour eux-mêmes, ni de respect pour leur travail au final. Parce que au lieu de travailler et de trouver leur propre voie, ils empruntent le chemin de la simplicité. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que ça finit toujours par se savoir dans tous les cas. Tu sais, il y a toujours quelqu'un, que ce soit du plagiat, sur du graphisme, il y a toujours quelqu'un qui traîne sur Pinterest qui va retrouver le logo que tu as copié par hasard. Mmh. C'est super intéressant parce que ces sujets de plagiat, il y en a aussi dans le monde du podcast, soit des concepts, soit des identités visuelles, sonores ou même des noms, des naming. Et en fait, dans tous les métiers créatifs, il y a toujours cette question qui revient, c'est à quel point tu t'inspires, à quel point tu copies. C'est vrai que les grands maîtres, tu sais, dans la Renaissance, ils étaient d'abord entraînés à copier pour avoir la méthode, mais après, ils étaient encouragés à trouver leur propre style. Et donc, c'est vrai que copier, ça peut se faire peut-être en chambre, en fait, dans une méthode d'apprentissage pour comprendre quels sont les codes. Mais à un moment, il y a un pas de côté à faire ou une marche à monter, de se dire quelle est ma personnalité, quel est le message que je veux défendre. Peut-être que je vais défendre le même message que quelqu'un d'autre, mais comment est-ce que moi, depuis mon expérience, mon histoire, ma compétence, mon expertise, je vais le dire différemment. Et c'est vrai que ça demande une certaine maturité ou une certaine réflexion que certaines personnes ne prennent pas le temps d'avoir, en fait, parce qu'il faut faire les choses très vite, les sortir, et parfois il vaut mieux maturer un tout petit peu plus que de sortir quelque chose qui est trop emprunté des codes des autres. Et je comprends tout à fait, là, moi, je il y a une expression qui me vient à l'esprit qui est: «Chat échaudé craint l'eau froide». C'est-à-dire que, eh ben, tu as fait ton chat, tu as fait genre, tu l'as fait beaucoup et tu t'es pris des douches froides, et même si à l'intérieur, tu en penses pas moins, que dans un cercle proche de personnes avec qui tu es en confiance, tu vas continuer de dire des choses clivantes. Peut-être de manière temporaire ou définitive, c'est toi qui le verras. Tu as décidé que dans l'espace public, dans l'espace d'expression où tout un chacun peut donner son opinion sur ton opinion, eh ben, tu allais calmer un petit peu parce que
t'avais pas non plus les ressources pour te prendre toutes les remarques de Jean-Mich ou de Jean-Martine, quoi. Moi, je suis passée aussi un peu par ces réflexions-là. Pareil, dans un cercle proche, je suis assez clivante sur des sujets comme l'écologie, le féminisme, etc. Dans mon image professionnelle, je le dis pas trop parce que j'ai pas envie d'étiquette aussi et que j'ai envie d'apporter de la nuance et aussi, pour être tout à fait honnête, j'ai peur de me prendre des remarques, etc. Le choix que j'ai fait, parce que ça reste une frustration pour moi de pas dire plus ce que je pense, etc., de pas plus s'affirmer, c'est de me dire que dans des espaces plus fermés, où je me dis les gens ont déjà eu un engagement et se sont inscrits à ma newsletter, se sont inscrits à mon podcast, je me sens plus dans une safe place et c'est là où je vais un petit peu plus développer mon point de vue, mentionner mes valeurs, mentionner mes combats entre guillemets et pour l'instant, ça se passe bien. Donc effectivement, peut-être que le podcast, qui est un endroit plus engagé, ça sera un territoire d'expression où tu pourras reprendre peut-être par petites touches, ces opinions, le fait de défendre ces opinions engagées, parce que ça fait partie, de ton ADN. D'ailleurs, par rapport à ces sujets d'engagement, avec qui tu décides de travailler, comment est-ce que tu choisis les personnes avec qui tu vas travailler, les sujets sur lesquels tu vas travailler, tu vas t'exprimer et tout? Faut que ça réponde à quelle valeur, ça réponde à quelle motivation chez toi? Là, tu parles dans le design, du coup, hein? Ouais, les 2, mais en fait, je pense que les 2 sont liés, non? Je sais pas, c'est assez viscéral, en fait. Tu sais, quand je reçois une demande pour un projet, que ce soit dans le graphisme ou même pour des templates ou n'importe quoi, j'aime bien déjà avoir la personne en visio. C'est pour voir un peu, tu sais, pour voir si l'eau est tempérée ou pas. Et puis j'aime bien en fait savoir quelle est l'histoire du projet. Et en fait, ça va vraiment être au feeling que je choisis. J'aime quand les gens essaient d'avoir un impact sur quelque chose dans le monde, sur l'humanité au final, quelque chose de bénéfique. Et j'aime bien quand il y a un petit côté décalé aussi. J'ai pas trop envie de faire des trucs que j'ai déjà pu faire il y a 10 ans en agence ou autre, où c'est juste en fait faire du graphisme pour du graphisme. J'ai vraiment envie qu'il y ait un sens, comme tu le disais dans l'intro tout à l'heure, et que il y a un petit peu de challenge parce qu'il faut sortir du cadre. En fait, j'aime ce qui sort du cadre. Ouais, parce que c'est nouveau. Ouais, puis ça me challenge en fait dans ma créativité. Et ça, c'est cool. Je comprends. J'ai un peu les mêmes critères, je crois. Tu sais, par rapport à ce dilemme de se dire, est-ce que je mets en avant, moi, je veux travailler avec des podcasteurs comme ci, qui parlent de tel Mmh. sujet. J'ai pas envie de limiter les sujets parce que je pense que quels que soient les sujets, on peut porter des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Par exemple, là, j'ai une cliente qui va lancer un podcast sur le sport. C'est pas du tout un sujet que j'avais anticipé. Mais la façon dont elle le fait, j'adore. Et en fait, je suis en train de réfléchir à comment améliorer moi ma communication autour de avec qui je travaille, c'est quoi le point commun de mes clients. Et je dirais que 90% de mes clients, ils ont envie d'avoir un impact. Ils ont envie que leur podcast il soit utile au monde, à la société. Ils ont envie de se connecter avec les autres. Ils ont envie de créer du lien. Les 10% qui ne le font pas, c'est qu'ils le sont pas, ils ne le savent pas encore, tu vois. Et je me dis que c'est une bonne manière, en fait, de rassembler des gens autour d'une façon de voir le podcast, une façon de choisir les sujets, de choisir là où on met notre temps, notre énergie. Et je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de donner comme définition. Il y a un des sujets qui frappe avec ton podcast, et c'est normal, c'est ton métier, donc je comprends que tu y aies mis beaucoup de passion. C'est ton identité visuelle de Chromatica, elle tape dans l'œil. Moi, je la décrirais comme classe, poudreuse et hyper colorée, en fait, flamboyante, tu vois. Mais tu sais, parfois dans les mariages, espèce de fusée de détresse, tu sais, qui font de la fumée colorée comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, tu as fait une ronde et puis tu t'es entouré de on voit ton visage. Ton visage, il est stylisé, il est de profil, il y a de l'assurance dans ton regard, et cetera. On sent que tu as beaucoup, pensé à cette identité visuelle. Est-ce que tu veux m'expliquer un petit peu par quel chemin tu es passé? Ce shooting, comment tu l'as préparé? Ces couleurs, comment tu les as choisies? Pourquoi ce profil? Pourquoi ce côté poudreux et tout? J'aimerais bien que tu nous embarques dans tes coulisses, s'il te plaît. Et ben, pour l'identité de Chromatica, comme je te dis, du coup, j'avais en tête l'identité avant
d'avoir le nom. Et en fait, de base, c'était pas du tout censé être rose, mais je pense que maintenant tout le monde l'a compris. Moi, le rose, c'est quelque chose que j'aime énormément, parce que je trouve que c'est potentiellement la couleur la plus rebelle du spectre chromatique, et puis c'est également une couleur qui n'existe pas, puisque c'est une production du cerveau. Mais je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui me ressemble, et en même temps, il y a tellement de couleurs qui vont avec que je me suis dit que c'était le bon moment pour vraiment m'amuser avec ça. Et écoute, quant au shooting, eh ben, on a profité du fait que j'ai eu les cheveux rouges jusqu'à il y a une semaine, là, puisque j'ai recoloré mes cheveux, du coup. Et ma meilleure amie est photographe, du coup, et je lui ai dit, voilà, pour le podcast, je veux faire des photos avec un fond qui est rouge de base. Et en fait, on s'est juste amusé. La DA, c'était, je veux avoir du fun, je veux quelque chose de pétillant. Alors, le sourire, c'est elle qui m'a forcé, hein, parce que moi, je déteste sourire sur les photos. Donc, c'est elle qui a usé De votre de complicité. ouais, mais même en fait, elle sait comment me faire sourire. Alors, je vais pas divulguer son secret parce qu'il est honteux. C'est elle qui a su faire en sorte que la photo, elle rende aussi bien. C'est ça qu'on voit dans ton regard, en fait. Tu regardes ta meilleure amie. Ouais. Enfin, là, je regardais un côté de son appartement, mais elle était juste en train de me raconter des grosses bêtises. Et en fait, elle sait quand prendre la photo. Donc, il y a eu pas mal de photos qui ont été faites ce jour-là, des photos qui fonctionnaient, des photos qui fonctionnaient pas du tout. Et puis, pareil, en fait, on est des grandes fans de maquillage, toutes les deux artistiques. Et je lui dis, bah voilà, le thème, c'est ça. Voilà, tout mon maquillage, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est elle qui a géré ça aussi. Et puis, vraiment, je crois que le maître mot, en fait, que ce soit du podcast, de l'identité visuelle ou même des photos, c'est juste s'amuser. Et je pense que c'est une des photos où je suis le plus moi-même dessus. Parce que je passe mon temps à rire, à pleurer de rire même. Je pense qu'on ressent un trait de ma personnalité quand même dedans. Je t'avoue même que moi, je te connaissais surtout pour ces portraits qu'elle a pris de toi. Et après, quand j'ai scrollé sur ton Instagram pour regarder un peu ton univers et tout, il y a des photos, je t'ai pas reconnue. Parce que t'avais pas cette flamboyance, tu vois ce que je veux dire? T'étais plus la Madeleine de tous les jours. Et pour moi, tu vraiment l'image qui s'est gravée dans ma tête, c'est la Madeleine flamboyante avec ce sourire, avec ce regard et tout. Donc ça marque les esprits. J'ai une confession à te faire. Moi, j'ai un faible pour les podcasts qui ont travaillé leur identité visuelle et des podcasts que je vais pas écouter parce que j'aime pas leur cover. Ben là-dessus, on est bien pareil. Et ils ont beau faire du super contenu, des gens me disent si, écoute-le, écoute-le. Je suis en mode genre, jamais de la vie, je cliquerai sur cette cover. Donc oui, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin avec le temps, mais il y a des personnes que j'ai rencontrées juste parce que leur cover me parlait et je me disais putain, je sens sa personnalité, je sens qu'on va bien s'entendre. Je parle notamment de Carline qui avait créé un podcast qui s'appelait Et voilà podcast. Elle y avait mis énormément d'intelligence, de sa personnalité, de son combat et tout. Et j'avais vu cette cover. Elle n'avait pas encore lancé son podcast, elle avait juste lancé son compte Instagram. Et je me suis dit, cette meuf, je veux la connaître. Donc je l'ai contactée. Elle est hyper timide, Carline. Donc elle n'a pas compris en fait qui était Anne Claire qui lui déboulait dessus. Et en fait, on est devenues super copines toutes les deux. Mais c'est parce que sa cover m'avait plu. Et en fait, ça c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de personnes que j'ai contactées juste parce que j'aimais bien leur cover. Donc ça, c'est juste un exemple personnel pour dire le podcast, oui, c'est de l'audio, la qualité du son, oui, c'est important, le contenu, oui, c'est important, mais en fait, votre identité visuelle, c'est l'image que vous renvoyez. Et en fait, on est des animaux sociaux et on se fait toujours une première impression sur les gens par rapport à ce à quoi ils ressemblent, en fait. Et votre cover, c'est le look de votre podcast, mais si c'était une personnalité. Donc ça, c'est pour te dire que je suis convaincue par le reste de notre conversation sur pourquoi c'est important d'avoir une bonne identité visuelle pour un petit peu donner des critères, pour donner des billes aux gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le fait d'améliorer leur identité visuelle. Pour toi, c'est quoi les critères d'une bonne identité visuelle? Parce qu'on dit, il y a des goûts et des couleurs, mais bon, il y a certains goûts qui sont meilleurs que d'autres et certaines couleurs qui sont meilleures que d'autres. Comment est-ce qu'on définit une bonne identité visuelle pour un podcast? Je pense qu'il faut avoir fait tout le travail de cible, de sujet, etc. Il faut bien connaître son podcast, bien savoir à qui on veut parler. Déjà, ça me semble la base. Mais que ce soit pour le podcast ou pour autre chose, on peut pas juste faire une identité visuelle comme ça et espérer que ça parle aux gens à qui on veut parler.
Donc déjà, ça, c'est la base. Ensuite, peut-être s'entourer, si on n'a pas de connaissances dans le graphisme, parce que ça peut aller très vite de passer du tolérable au c'est vraiment dégueulasse. Ne pas trop en faire aussi, mais encore une fois, faut oser faire certaines choses. Oser faire quoi, par exemple? Utiliser certaines couleurs qu'on n'aurait pas utilisées. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont te dire je déteste le bleu, on va dire ça comme ça. Et pour autant, par rapport à leur sujet de podcast et leur cible, c'est peut-être la couleur qui va le mieux marcher. Faire un petit travail de recherche, analyser ce qui est déjà existant, voir ce qu'on n'aime pas, voir ce qui fonctionne pas, et puis étudier un peu son environnement. Tout ça, tu vois, c'est des petites choses que quand t'es graphiste, tu le fais naturellement parce que bon bah ça tombe sous le sens, c'est la méthode. Mais quand tu peux pas passer par un graphiste ou parce que tu n'as pas les moyens ou pas l'envie, faire tous ces petits travails de recherche, en fait, ça va te permettre de dégager des pistes de création. Et même si c'est pas parfait, tu as quand même une chance sur deux de viser juste et quand même de parler aux gens à qui tu as envie de parler. Si je résume un peu les points qui ressortent et qui me marquent l'esprit, tes goûts sont pas ceux de ton podcast. C'est pas parce que t'aimes pas le bleu qu'il faut pas mettre du bleu sur ta cover. En fait, c'est se dire, ton podcast, c'est une personne à part, il a une personnalité à part, et même si tu vas y mettre beaucoup de toi, ce n'est pas toi. Donc, si tu veux t'adresser à des personnes qui aiment, par exemple, le sport, ou qui aiment la nature, ou qui aiment, ou tu as envie de transmettre une émotion de joie, etc., bah, en fait, ça va influer sur l'identité visuelle, le choix des couleurs, par exemple. Le deuxième point, c'est de réfléchir au contexte dans lequel ton podcast il va évoluer. Donc, regarder les autres podcasts qui traitent de la même thématique, qui vont être, genre, très prosaïquement à côté dans l'appli d'écoute sur Spotify ou sur... Et donc se dire, est-ce que mon podcast, il se fond dans la masse ou est-ce qu'il va se démarquer? Est-ce que... Donc, se dire quel est le rôle qu'on va jouer dans la jungle des podcasts. Et un dernier point qui est une erreur que je vois tout le temps, moi, je conseille à tous mes clients de travailler avec des graphistes qui ont déjà un podcast ou qui ont déjà travaillé avec des podcasteurs. Parce qu'en fait, il y a des codes et des choix visuels qui sont propres au podcast. Et une erreur que je vois souvent, c'est de pas faire de simulation, de mettre la cover en tout petit sur une appli de podcast. Il y a un outil hyper pratique qui existe, qui est généré par OnlyPod. Je mettrai le lien dans ma prochaine newsletter. Il est dans ma boîte à outils. Si vous cherchez bien, vous le trouverez. Qui permet de uploader ta cover et de regarder comment ça marche en fait en tout petit, dans un contexte. Et en fait, ça devrait être la base parce qu'en fait, quand on est graphiste, eh ben, on n'est pas artiste. Sinon, eh ben, on accrocherait ses covers dans son salon. On réfléchit à un podcast pour un certain objectif pour qu'il soit cliqué dans un certain contexte. Et donc, de pas oublier de le mettre en tout petit sur une appli de podcast et voir ce que ça donne. Ce fameux picto sur lequel vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, mais s'il ne se voit pas en tout petit, ça ne sert à rien de passer du temps dessus. Quelle est la différence que tu fais entre branding et identité visuelle? Alors, l'identité visuelle, et d'ailleurs, j'ai un épisode de podcast sur le sujet. Ah bah trop bien, tu me passeras le lien, je le mettrai aussi dans les notes. L'identité visuelle, en fait, va faire partie de la stratégie de branding. L'identité visuelle, c'est juste ce qui va être graphique. Le branding, si on rapporte ça au podcast, ça va être par exemple le branding sonore, donc l'identité sonore du podcast. Le nom fait partie du branding, enfin tout ce qui va être naming. Le texte, la description du podcast, ça fait partie du branding aussi. L'intro, l'outro, peut-être les petits sons qu'il va y avoir dans le podcast. Tout ça, en fait, si tu veux, c'est une sorte d'écosystème, le branding, en fait. Ouais, c'est ton univers en fait. Ouais, voilà. Alors après, tu as un autre pan qui est le personal branding. Ça, c'est encore autre chose, c'est quand tu parles de toi. C'est une extension de ton branding de podcast. Ça fait partie aussi de ton branding. Mais ouais, l'identité visuelle, c'est vraiment que le côté graphique. Donc, tu vas avoir tout ce qui va être vignette, visuel des réseaux sociaux, peut-être le fond de ton hébergeur. Je sais que sur Ocha, par exemple, tu peux mettre un fond. Toi, tu as mis un super fond qui est une extension de ta cover d'ailleurs. Ouais, et tout le monde ne le fait pas, ça. Et c'est quelque chose que je comprends pas parce que du coup, t'as un côté vachement plus immersif. Et tu sais, c'est qu'un détail, mais c'est un détail qui, je pense, fait un petit peu la différence. Quand tu travailles bien, en fait, ton identité visuelle, tu peux la coller absolument partout. Et donc, parfois, t'as même pas besoin de mettre le nom du podcast. Quand on va voir, moi, je sais que quand on voit le fond de Chromatica,
même s'il n'y a pas écrit Chromatica dessus, on sait que c'est Chromatica. Et ça, c'est très, très cool. Donc, le branding, c'est ça aussi que ça va jouer, c'est que ça va venir s'inscrire dans l'inconscient collectif. Et même si c'est pas sur Spotify, sur Apple Podcast ou ailleurs, on va savoir, par exemple, que tu as sorti un nouvel épisode sans même avoir besoin de lire. La raison pour laquelle je te posais cette question, c'était pour faire se rendre compte aux éditeurs et aux auditrices qui nous écoutent que c'est très large, une marque, le branding, et qu'en fait, ça englobe beaucoup de choses. Et ça peut être quelque chose qui est passionnant à travailler. Par exemple, on peut travailler son identité visuelle et son identité sonore pour qu'elles se répondent. Moi, c'est quelque chose que je me suis amusée à faire. Il y a des bulles dans mon identité sonore parce que mon podcast, il s'appelle Antipop et que c'est le bruit de la bulle qui explose. Donc, en fait, on peut créer tout un univers comme ça. Et c'est totalement vrai ce que tu fais. C'est normal que tu le défendes super bien puisque c'est ton métier et t'es super forte là-dedans. C'est que avoir une marque qui est bien pensée, qui est cohérente, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, mais d'aller choisir des éléments récurrents qui sont très spéciaux et qui racontent une histoire. Ben, ça va créer de la confiance parce qu'on se dit, ah, à chaque fois que je vois quelque chose de Mado, je comprends que c'est une meuf comme si, c'est une meuf qui défend ses combats, qui a l'air d'avoir cette personnalité-là. Et ça crée de la cohérence. Et donc, du coup, ça fait limiter dans le cerveau des gens, parce que le cerveau, il n'aime pas dépenser des calories pour comprendre qu'est-ce qu'on dit et qui le dit. Et donc, du coup, ça facilite la vie des gens qui sont en contact avec vos posts, votre podcast, etc. Et il y a un lien très fort, très rapide qui va se faire. Et donc, du coup, un lien d'attachement en disant, c'est bon. C'est comme quand on rencontre quelqu'un en disant, c'est bon, j'ai pas besoin de tourner 1000 ans autour du pot, je sais toujours ce qu'elle veut me dire, pourquoi elle me le dit, c'est quoi ses intentions, etc. Et ça donne un côté plus relâché, plus relax à la relation. Clairement. Si je viens de te voir demain et que j'ai envie d'améliorer mon identité visuelle, quels sont les leviers que tu me conseilles d'activer ou quelles sont les étapes que tu me conseilles de prendre pour le faire en autonomie? Bah alors pour reprendre ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il faut repartir dans tous les cas toujours des fondations. De la plateforme de marque, c'est ces questions qu'on se pose. Ouais. Si tu vois par exemple, je sais pas, on devait reprendre l'identité de tel ou tel projet, reprendre un peu, alors laisser de côté ce qui a été fait, première chose, parce que on a tendance à se biaiser quand c'est pas son taf et qu'on veut améliorer un truc. On a tendance à se dire qu'on va garder l'existant et on va rajouter des trucs autour, tu vois. Grosse erreur. Reprendre les fondations, reprendre tout le pourquoi, savoir où on veut aller, d'où on vient, etc. Déjà, ça permet en fait de replacer les choses dans leur contexte. Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, du coup, re-regarder un petit peu ce qui se fait dans l'existant et peut-être voir ce qui fonctionne pas. Mais je pense que mon meilleur conseil, et ça c'est valable pour tout, c'est se placer de l'autre côté en fait du spectre. C'est-à-dire que tu n'es plus le créateur, tu n'es plus la personne qui fait le podcast, tu es l'auditeur. Tu es la personne qui va aller sur la plateforme d'écoute et qui va chercher un podcast qui répond à un sujet, par exemple. Qu'est-ce que tu veux voir? Comment tu aimerais être accroché? Tout ce genre de choses, en fait, va te permettre de dégager des pistes de réflexion et d'amélioration s'il y a besoin. Alors, parfois, on n'est pas obligé de tout reprendre. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, du genre améliorer une typo, améliorer juste le logo, garder la même palette de colorimétrie, peut-être améliorer certains visuels qui sont peut-être pas assez visibles. On parlait de la miniature tout à l'heure. Il y a une erreur que je vois très très souvent, c'est que tu as beaucoup de gens qui veulent mettre beaucoup de choses sur la miniature. Je pense que mon meilleur conseil, c'est less is more. On la connaît cette expression, mais il n'y a pas besoin de mettre 1000 lignes de texte. Juste le nom du podcast, c'est très bien. La description fera le reste, en fait. La photo, c'est pas obligatoire, mais essayez de tendre un petit peu vers le minimalisme pour donner les informations les plus importantes, que ce soit aux auditeurs, aux auditrices, ou dans le cadre d'une entreprise, etc. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et évitez de suivre des tendances. C'est une grosse erreur. Parce que les tendances, c'est temporaire. Ouais, c'est temporaire. Et puis, en fait, tu sais, c'est comme la mode. En fait, ça répond à un besoin à un moment donné. Mais le lendemain, en fait, c'est déjà fini. En fait, tout reposer à plat, c'est la meilleure chose à faire pour reprendre une identité visuelle. Se refaire des mood boards aussi, pour avoir bien ses inspirations. Aller chercher peut-être 2-3 faits sur les couleurs, etc. pour ne pas se planter. Puis encore une fois, avoir du fun.
Mon mood board, ça peut être quel type de cover j'aime bien. Est-ce que j'aime bien quand c'est juste des illustrations? Est-ce que j'aime bien quand c'est des photos? Des photos de moi ou des photos plus d'inspiration? Est-ce que j'aime bien les podcasts où c'est juste le gros logo du podcast, on sent que ça a été travaillé, ou j'aime bien les plus minimalistes, un peu se dire c'est quoi mes goûts et ce que j'aime, quelle couleur je veux utiliser, ça, on en a pas mal parlé, et quelle information je mets et à chaque fois se dire est-ce que je peux la retirer ou pas, et est-ce que si je la retire, ça j'ai toujours un impact égal à ce que je voudrais avoir. Ouais, par exemple, tu vois, moi j'avais mis Parmado Studio, je crois, sur la cover au début. Et en fait, c'est une cover que j'utilise uniquement quand elle va être en grand. Parce qu'en réalité, sur Spotify, quand t'es sur ton téléphone, je crois qu'il y a personne qui peut le lire. Donc j'ai fini par le virer parce que dans tous les cas, tout le monde s'en fout. Et c'est marqué à côté, en fait. Voilà, c'est écrit Madeleine Gibard. Et puis, il y a le lien de mon site internet et tout. Donc, tu vois, c'était pas une information qui était forcément utile. Moi-même, j'ai fait l'erreur parce que on m'a dit qu'il fallait le mettre. Et je le vois dans le groupe de la formation que j'ai suivi. Parfois, je vois des covers de podcasts et j'ai envie de dire aux nanas, enlève. 80% de ce que tu as fait, tu l'enlèves en fait. Le fond est bien, la photo peut être correcte. C'est juste une question de positionnement, d'échelle et de couches. En fait, moins il y a de couches, moins il y a d'informations, plus les gens ils sont susceptibles de cliquer parce que ça va direct. Je veux pas citer l'OM, hein, mais droit au but, ça fonctionne très très bien. On adore. Parce qu'en fait, l'œil, s'il sait pas où aller, en fait, s'il capte pas tout de suite information numéro 1, information numéro 2, il va dans tous les sens. Le cerveau dépense trop d'énergie, il dit je zappe. Parce qu'en fait, à côté de vous, il y aura une cover qui sera mieux designée, mieux hiérarchisée, etc. Et qui attirera plus son attention. Et effectivement, se dire information numéro 1, c'est le plus gros. Information numéro 2, c'est le plus petit. C'est tout con, mais en fait, parfois, on voit tout est au même niveau d'information et en fait, l'œil, il est complètement perdu. Clairement, puis en plus, si ta cover, elle fait écho un peu à ton nom, le travail, il est fait 2 fois. Enfin, tu vois, si ça se répond, tu arrives à savoir à travers le nom et à travers la cover que, ça doit parler de ça. Et puis si après, du coup, t'as bien fait ton taf de métadonnées, de machin, tout ça, de mots-clés, forcément, il pop en réponse à une recherche. Faut savoir faire un petit travail aussi de OK, j'aime ça, j'aimerais inclure ça, mais parfois c'est pas la meilleure réponse. Donc toujours, je pense que vraiment le meilleur conseil, si je devais résumer, toujours se placer de l'autre côté. Sur quoi moi je cliquerais. C'est quoi en fait, d'avoir de l'empathie et de se dire c'est parce que se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, c'est de se dire qu'est-ce qu'il ressent, c'est quoi les questions qu'il se pose, qu'est-ce qu'il a envie de voir. Séparer son ego de son produit, on dit parfois. C'est-à-dire, bah, c'est pas moi, en fait. Il faut que je prenne de la distance en essayant de le regarder avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et idéalement, ce quelqu'un d'autre que j'ai envie d'attirer à l'écoute de mon podcast. Et puis surtout, tu le fais pas pour toi, en fait. Toi, tu te connais, tu connais le sujet de ton podcast, etc. C'est pas toi qui vas aller sur Spotify pour cliquer sur ton propre truc. Et puis, pensez au fait qu'il y a des gens qui ne nous connaissent ni d'Ève, ni d'Adam, qui vont finir là, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils auront eu la curiosité de cliquer sur un truc et ils n'ont pas envie de se sentir oppressés. Alors, c'est un mot un peu fort, mais ils n'ont pas envie de se sentir oppressés par une cover qui part dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, less is more. Je te propose de passer aux questions signatures, les questions que j'aime bien poser en fin d'épisode. Ton podcast Chromatica, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne ce podcast? Qu'est-ce que tu voudrais vivre avec? Quelles opportunités tu voudrais qu'il crée pour toi? J'aimerais bien aller taper dans des plus hautes sphères en termes d'invités. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais j'ai en tête une personne bien précise. J'aimerais énormément inviter un jour Léna Situation pour parler de toute l'identité visuelle de Hôtel Mafouf. Parce que je la trouve dingue à chaque saison. Lisa Gachet aussi de Make My Lemonade. Tu vois, j'aimerais vraiment avoir des nanas... Qui ont un univers super fort. Ouais, avec des identités de dingue. Et pourquoi pas peut-être un jour aller taper à la porte des grandes maisons de mode pour parler d'identité visuelle, d'identité tout court en fait. J'ai vraiment envie d'explorer plusieurs pans du design et de l'art en général. Peut-être qu'un jour ça se fera, on sait pas. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de lancer un podcast avec les mêmes objectifs que toi? Avoir un nouveau territoire d'expression, se faire plaisir,
nourrir sa curiosité? Ne pas avoir peur de tout ce qui est technique. Parce que vraiment, je crois que ça représente 20% du taf. Une fois que tu sais en fait comment tu fais, enfin, tu peux trouver la réponse à peu près n'importe où. Ne pas se mettre de barrière par rapport à ça. Et en fait, arrêter d'hésiter. Parce que dans tous les cas, t'as plus de regrets si tu le fais pas que si tu le fais. Dans le pire des cas, ça fonctionne pas. Tu l'arrêtes, mais tu l'as fait. Et à quelqu'un qui a déjà lancé son podcast et qui se rend compte qu'il a plus de plaisir, tu vois ce que je veux dire? Ça le fait plus si kiffer que ça. Se recentrer, puis arrêter de se mettre, de suivre, comment dirais-je ça? Tout ce qu'on peut nous balancer sur les réseaux, enfin les experts podcasts, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, etc. Je pense que ça met beaucoup la pression et c'est ce qui peut potentiellement faire qu'on n'a plus de plaisir. Donc oublier que ces gens existent et que ces pseudo-conseils existent et en fait faire comme on a envie de faire. Je pense qu'il faut refaire les choses de manière un peu plus viscérale et instinctive et s'écouter. Parfois, on suit des règles et quand on prend des distances par rapport à ces règles, on se rend compte que c'est juste parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, mais que ça n'avait aucun sens pour nous. Ça fait du bien de les lâcher parfois. Clairement. Est-ce qu'il y a une ressource que tu recommandes aux podcasteurs ou plus largement aux gens qui sont intéressés par ce sujet du branding, de l'identité visuelle, que tu adores? Ça peut être vraiment quelque chose très loin dans ton univers. On a tous les auditeurs, auditrices d'Antipop sont nourris par la curiosité comme toi et moi, donc on sera ravis de toute recommandation. Franchement, je sais pas trop. Je dirais que ma ressource préférée dans tous les cas, c'est Pinterest. Parce que tu peux justement découvrir des podcasts sur Pinterest. Et tu peux également explorer leur identité visuelle. Et moi, je me nourris beaucoup sur Pinterest parce que c'est vraiment bien. Après, j'ai pas tellement de ressources particulières que j'utilise moi pour le podcast. Ouais, Pinterest. Trop bien. Ça permet d'ouvrir d'autres perspectives aussi parce que tu sors un peu de ta bulle. Tu vas cliquer là-dessus, tiens, ça a l'air bien et tout. Et ça permet d'apporter ce côté personnalité, ce côté unique et de pas emprunter les codes des autres, d'aller chercher des inspirations ailleurs. Imagine, là, je te dis, tu prends ton portable juste après cette interview, tu ouvres ton appli de podcast et là, ça pop, tu as une notification qui dit Nouvel avis iTunes pour Chromatica. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent? Ça, c'est compliqué. Je sais pas trop. Que la personne a passé un bon moment et que ça l'a inspiré. Je pense que c'est ça, en fait, que j'aimerais que ça dise. J'aimerais que les gens qui écoutent soient inspirés par les interviews, par tout ce que racontent les invités ou tout ce que je peux raconter, en fait. Ce serait le Graal du commentaire. Merci Madeleine. Moi, je doute pas que les auditeurs, auditrices d'Antipop vont être très inspirés par notre conversation et tout, les conseils, les perspectives que tu as données. Merci beaucoup d'être venu parler de tout ça sur Antipop. Si vous avez envie de continuer la conversation sur ces sujets du branding, de l'identité visuelle, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram EcoFactory ou sur LinkedIn Anne-Claire Leca et d'aller visiter l'univers de Mado, qui est un univers vraiment à part, qui lui ressemble beaucoup. Et dites-lui que ça vous a plu, cette interview. Je suis sûre que ça lui fera super plaisir. À très vite. Merci beaucoup Anne-Claire, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.